C'est la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, qui est notre invitée ce midi dans BFM Politique. Soyez la bienvenue. L'actualité immédiate, c'est la CGT qui annonce donc à l'instant reconduire le mouvement de grève dans les raffineries. Le syndicat qui dénonce le silence de la direction de Total. Il demande des négociations sur les salaires. Évidemment, la conséquence de ça, et Philippe Gaudin en parlait dans le journal à l'instant, sont des galères pour beaucoup d'automobilistes dans les stations essence. Combien de temps ça va durer, Aurore Berger? Il y a plusieurs choses. Déjà, notre première responsabilité, nous, pouvoir public, c'est de faire en sorte d'avoir des prix accessibles des carburants. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dès cet été avec la baisse du prix du carburant à la pompe, ce qui fait que les Français n'ont pas été pris en défaut sur ce sujet-là. Et je pense que c'est essentiel que chacun puisse, encore une fois, pouvoir aller travailler, notamment pouvoir se déplacer, parce qu'il a les moyens de pouvoir le faire, les moyens financiers de pouvoir le faire. Mais là, c'est pas tant le prix, c'est de pouvoir juste mettre de l'essence dans sa voiture. Mais nous, notre responsabilité, c'est déjà celle-ci. Dès cet été, et on a pris nos responsabilités, ce qui a aussi un vrai impact sur la dépense publique, mais on a fait ce choix de protéger les Français. Ensuite, il y a la question de l'approvisionnement. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a de facto de la prévention qui est faite par la CGT et qui dit qu'on fait une grève préventive, alors qu'on a quand même plusieurs aspects. Un, on le sait, notamment par exemple au sein de Total, on a déjà eu une augmentation des salaires de 3,5% qui a été réalisée et on a des négociations qui doivent intervenir mi-novembre pour à nouveau voir comment augmenter les salaires. Ce que je dis, ce que nous disons, c'est que nous garantirons, et nous l'avons déjà fait avec, vous le savez, des stocks qui sont les stocks de l'État. Nous avons libéré un certain nombre des stocks stratégiques pour faire en sorte que les Français qui n'ont pas d'autre choix puissent y accéder. Je pense notamment à la question des Hauts-de-France, c'est la région la plus durement touchée. Vous ne pouvez pas mettre de pression sur la direction de Total, par exemple, au moins pour les inviter à la table des négociations? Mais la pression, elle doit être mise des deux côtés. Encore une fois, c'est-à-dire que oui, on a une entreprise qui a réalisé des bénéfices exceptionnels. 6 milliards d'euros de bénéfices exceptionnels sur un trimestre. Donc oui, il est légitime évidemment que les salariés demandent à bénéficier évidemment de ces résultats exceptionnels qui ont été réalisés aussi grâce à eux. Mais ce qui est inacceptable, c'est que ces mêmes salariés, notamment sous la demande et la contrainte de la CGT, fassent encore une fois des grèves préventives qui ont un impact sur qui? Qui ont un impact sur les Français qui n'ont pas d'autre choix. Donc Aurore Berger, si on vous écoute, la responsabilité est plutôt du côté de la CGT qui ferait des demandes excessives, plutôt que du côté de la direction de Total, dont on pourrait dire aussi qu'elle joue la montre en renvoyant les négociations salariales au 15 novembre, c'est-à-dire dans plus d'un mois. Et parce qu'au départ, ces négociations, elles avaient été actées par les autres organisations syndicales aussi, et par le groupe Total. Et on a des négociations qui interviennent et qui avancent sur d'autres groupes énergétiques, par exemple sur Esso. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas en permanence avoir la menace d'une grève préventive qui a quoi comme conséquence? Qu'on a aujourd'hui des Français qui n'ont pas d'autre choix que de vouloir aller travailler avec leur voiture. Je pense notamment aux soignants, par exemple, qui s'inquiètent, nos infirmières libérales, qui nous disent « Moi, je me lève à 5 h du matin, je fais le tour de plusieurs stations-service, je n'arrive pas à remplir aujourd'hui et à faire mon plein, et je suis inquiète pour les patients que j'ai. » Donc vous trouvez à cause de la CGT, tout ça. Vous ne trouvez pas ça légitime, Madame Berger, de dire, vous avez parlé de l'augmentation des salaires chez Total, 3 points. Bon, l'inflation, c'est plus de 6, donc on est déjà 3 points en dessous de l'inflation dans un groupe qui réalise des bénéfices colossaux. Ça ne semble pas légitime que les salariés disent, attendez, face à une situation exceptionnelle et à des bénéfices exceptionnels, il faut que notre direction nous écoute. Mais l'écoute, est-ce que c'est en mettant une pression par, encore une fois, une grève préventive qui pénalise qui? Là, aujourd'hui, c'est pas surtout Total qui est pénalisé. C'est les Français qui bossent. C'est les Français qui n'ont pas d'autre choix que d'aller faire leur plein, qui se lèvent plus tôt pour essayer de faire plusieurs stations-service le matin, pour pouvoir tout simplement avoir le droit de travailler. Et ce que je dis, c'est qu'à un moment, il faut ramener, en l'occurrence, les deux à la raison. C'est-à-dire, en effet, assumer d'ouvrir une véritable négociation. Plus tôt? Mais j'espère qu'elle aura lieu plus tôt, mais sur des bases, encore une fois, qui sont des bases saines de négociation. Oui, les bénéfices exceptionnels appellent aussi à une redistribution au sein de l'entreprise. Il y a déjà eu 3,5% et je pense que Total pourra et fera mieux. De toute façon, il y a d'autres distributeurs qui le font. Je pense notamment à Esso où il y a des négociations qui se passent et qui se passent vraisemblablement dans le calme et dans l'apaisement. On n'est pas en permanence obligé d'aller au conflit parce qu'à la fin, le conflit, il pénalise qui? Il pénalise encore une fois les Français qui bossent et ça, c'est inacceptable. Justement, vous parlez de ces Français qui sont inquiets, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir aller travailler, qui font la queue pendant des heures sans savoir si, in fine, ils trouveront de l'essence. Et on a de l'autre côté le gouvernement qui refuse de parler de pénurie. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, qui sont dans cette situation, à ne pas savoir si elles pourront aller travailler, peuvent le comprendre? Et si ce n'est pas une pénurie, qu'est-ce que c'est? En vérité, pourquoi à un moment vous ne parlez pas de pénurie? Parce que ce n'est pas généralisé sur l'ensemble du territoire. Et parce que si vous dites le mot pénurie, il se passe quoi?
il se passe une angoisse, une peur, et tout le monde qui se précipite à la station-service, comme c'est le cas sur d'autres produits et biens essentiels. Et finalement, vous ne faites qu'ajouter de la crise à la crise. Vous craignez un effet boule de neige. Il y a un effet boule de neige, et c'est aussi ce qui se produit dans un certain nombre de stations. Mais vous comprenez l'exaspération de l'automobiliste qui attend pendant 1 heure pour faire un plein et à qui on dit non, c'est pas une pénurie, c'est une tension d'approvisionnement, mais ça va aller mieux, vous inquiétez pas. Est-ce que ça serait pas plus simple de juste dire, bah oui, on est une situation de pénurie, ça veut pas dire que ça va pas se régler dans les prochains jours, mais voilà, disons les choses telles qu'on les voit. Parce que, encore une fois, une pénurie, c'est pas le juste mot, tout simplement. Parce que pénurie voudrait dire qu'encore une fois, on n'arrive pas à approvisionner nos stations. Ça n'est pas le cas. Ce qui est le cas, par contre, c'est des tensions qui sont très graves et qui sont beaucoup trop importantes dans un certain nombre de régions, la région Hauts-de-France notamment, qui commencent à l'être en Île-de-France et qui doivent absolument être levées. Comment c'est levé? Le fait qu'on puisse approvisionner tout au long du week-end, alors que normalement, on n'a pas le droit de pouvoir le faire. C'est dérogatoire, ce que vous dites, les poids lourds qui peuvent circuler aujourd'hui. Y compris ce dimanche. Le fait qu'on a des approvisionnements maintenant 2 fois par jour, alors que normalement, on est sur un rythme beaucoup moins soutenu. Le fait aussi qu'on a libéré, là encore, des stocks stratégiques, parce que dans les Hauts-de-France, on avait parfois 50% de manque dans un certain nombre de stations. Donc il aurait fallu les libérer plus tôt, les stocks stratégiques. Xavier Bertrand a lancé une alerte la semaine dernière en disant mais il fallait libérer tout de suite les stocks stratégiques au niveau national. Déjà, vous n'avez pas les mêmes situations sur l'ensemble du territoire. Vous voyez bien qu'il y a des régions qui, aujourd'hui, et tant mieux, ne sont pas du tout impactées par, encore une fois, le phénomène qui est la grève et le blocage. Il ne faut pas inverser les choses. Il aurait fallu aller plus vite, plus loin. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, ces stocks ont été libérés là où on a des tensions qui sont importantes et que les décisions ont été prises pour, encore une fois, approvisionner plus vite, approvisionner sur un court terme, un moyen et un long terme. Mais je le redis, pourquoi aujourd'hui on a des difficultés d'approvisionnement? Parce qu'on a des raffineries qui sont bloquées. Et c'est quand même ça le premier point. Il ne faudrait pas inverser la charge. Ce n'est pas la responsabilité de l'État. C'est qu'à un moment, on a une organisation syndicale qui a bloqué des raffineries et qui empêche de facto les gens de pouvoir s'approvisionner. Le 1er novembre, les aides vont baisser. Les aides à la pompe vont baisser. Est-ce que vous ne craignez pas que mathématiquement, logiquement, ça entraîne une ruée vers les stations essence sur la fin du mois d'octobre? Et je précise qu'avant le 1er novembre, il y a des vacances et qu'avant les vacances, il y a un pont. Donc c'est-à-dire qu'on sait que c'est mathématique, les gens vont faire le plein à ce moment-là. Oui, ça ne m'a pas échappé que pour partir en vacances, beaucoup d'entre eux, en effet, faisaient le plein. Mais il y a une responsabilité qui est la nôtre, encore une fois. J'ai commencé par ça mon propos, en disant que nous, on avait justement protégé le pouvoir d'achat des Français. On en reparlera sans doute. Mais vous ne pensez pas que c'est avec le bazar, là, le 1er novembre? Mais dans ces cas-là, on fait quoi? Je vous demande, moi je ne suis pas en charge des... Il y avait 2 solutions. La gestion du pays. Soit on ne protégeait pas le pouvoir d'achat des Français, et on disait, après tout, mais écoutez, les prix vont continuer à augmenter, et c'est pas grave, et chacun fera comme il peut. Et c'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Aujourd'hui, en France, on a le taux d'inflation le plus bas d'Europe. Mais Aurore Berger, est-ce qu'au fond, c'est pas cette décision qui... Parce qu'on parle de ce qui se passe sur les raffineries, c'est vrai, mais c'est aussi la ristourne de l'État, la ristourne de Total qui crée cet afflux dans les stations-service. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites pas, on a pris une mesure antisociale, anti-écolo, qui crée la situation que l'on vit aujourd'hui? On a pris une mesure de protection des Français. Et moi, je ne regrette pas la mesure que nous avons adoptée à l'Assemblée nationale parce qu'elle permet, encore une fois, à celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule que de pouvoir faire le plein. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Vous m'auriez interrogé aujourd'hui même en disant... Vous auriez pu cibler plus, par exemple, ce qui était à l'origine de votre idée. Vous m'auriez interrogé en disant c'est un scandale, on a aujourd'hui un certain nombre de Français qui n'ont plus les moyens de faire le plein. C'est ça la question que vous m'auriez posée. Donc aujourd'hui, la question, elle n'est pas les moyens. La question, elle est en effet sur l'approvisionnement. Et je le redis, la pression doit être mise sur celles et ceux qui, aujourd'hui, empêchent les Français de s'approvisionner et qui sont dans des, encore une fois, une guerre et une grève préventive. Et je ne trouve pas ça sain. Madame Berger, c'est-à-dire qu'à un moment, on doit d'abord pouvoir négocier avant d'engager des blocages. Vous parlez de pression, Madame Berger. Alors les Français, ils sentent la pression qui est liée à la sobriété qui leur est demandée. Il y a une grande conférence de presse cette semaine pour expliquer, enfin tous nous expliquer, nous rappeler des gestes en fait de bon sens. Est-ce que ça va suffire à passer l'hiver sans rationnement et sans coupure? C'est l'objectif. C'est-à-dire qu'encore une fois... Donc ça veut dire que si on fait bien ce qui nous a été expliqué, bon, que l'on savait un peu, mais qui nous a été rappelé, ça ira. Mais c'est exactement l'objectif qu'on poursuit. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de sortir un plan juste pour se rassurer les uns les autres et juste pour montrer qu'on serait exemplaire. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à la fois, on a un enjeu de moyen et de long terme lié à l'urgence écologique. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir durablement changer un certain nombre de modes de consommation notamment. Mais on a aussi un enjeu de très court terme, qui est comment on fait pour prévenir justement les risques potentiels de pénurie, les risques de coupure. Si on arrive toutes et tous à réaliser une baisse de 10% de notre consommation énergétique, alors oui, ça veut dire qu'on arrivera à passer cette période
sans qu'il y ait des coupures. Vous avez Ça veut hésité à dire un mettre en col engagement roulé pour venir de aujourd'hui ou l'État. pas? Comment? Vous avez hésité à mettre un col roulé pour venir aujourd'hui? Écoutez, moi j'ai assez chaud sur votre plateau, donc j'ai pas besoin là d'un col roulé. Mais en l'espèce, on peut en permanence moquer les initiatives des uns et des autres. On peut juste aussi considérer que si on le fait pas, on montre pas l'exemple. Et à un moment, je pense que c'est aussi ça. Et le vrai sujet, c'est quoi dans le plan de sobriété? Ça peut marcher sans contrainte. C'est d'abord l'exemplarité de l'État. Parce que ce qui est insupportable pour les Français, c'est souvent finalement qu'on leur demande des efforts alors qu'on ne se les applique pas à nous-mêmes. Ça, c'est insupportable. Donc c'est d'abord l'exemplarité de l'État, l'exemplarité des pouvoirs publics, l'exemplarité des administrations. C'est aussi l'exemplarité des entreprises. Sans aucune contrainte. C'est pas vrai, parce que d'un point de vue réglementaire, on a pris un certain nombre de mesures sur la publicité lumineuse, par exemple. Donc on peut tout à fait aussi... C'est aussi... assez précis pour le reste, c'est un code de bonne conduite. C'est des cas assez précis, mais on a à un moment la possibilité d'aller plus loin sur de la contrainte s'il y a besoin d'en arriver là. Moi, je crois que les entreprises, c'est leur intérêt d'y aller. C'est leur intérêt économique, parce que l'énergie coûte cher, mais c'est leur intérêt aussi vis-à-vis des consommateurs, parce qu'aujourd'hui, les Français sont de plus en plus attentifs à ce que les entreprises font ou ne font pas en la matière, et ils changent aussi leur mode de consommation en fonction de ça. Et puis après, c'est évidemment nous-mêmes, dans nos consommations habituelles, dans nos comportements de tous les jours, où évidemment on a un rôle majeur à jouer. Mais c'est les trois combinés qui comportements de tous les jours. L'une des mesures phares, c'est de dire la limite du chauffage, c'est 19 degrés. Cette limite, elle est inscrite dans le Code de l'énergie depuis 1978. C'est pas une mesure nouvelle. Est-ce qu'on n'a pas tout simplement un immense retard sur ces questions? Si, probablement. Parce que finalement, on n'avait pas forcément suffisamment conscience de l'urgence qui était devant nous et de la nécessité à agir. Mais ça veut dire qu'on n'en avait pas suffisamment conscience individuellement et collectivement. Donc oui, on rappelle des mesures qui sont des mesures de bon sens, qui sont aussi d'ailleurs des mesures de santé. Pardon, mais c'est une autocritique que vous faites de l'exercice du pouvoir de votre majorité, parce que ça va faire 5 ans là que vous êtes au pouvoir. Je crois que c'est une autocritique, vu les dates que vous rappeliez, qui peut être faite sur les 30 dernières années. Le nombre d'années. Y compris donc nous-mêmes. Je crois qu'il faut être très lucide là-dessus. Mais encore une fois, c'est l'effort combiné État, entreprise et consommateurs, citoyens, qui peut et qui doit pouvoir fonctionner. Aurore Bergé, un député de votre groupe, Jean-Marc Zulesi en l'occurrence, a déposé un amendement au budget pour taxer davantage le kérosène des jets privés. Question simple, est-ce que cet amendement sera soutenu par la majorité, votre majorité, le gouvernement? On en débattra, puisque justement c'est un amendement qui est porté, et donc c'est un amendement qui méritera d'être débattu. Quelle est votre conviction? Est-ce que vous êtes favorable? 2 secondes. Ce que je dis, il y a 2 choses. 1, je pense qu'on doit impérativement tenir une ligne très claire, qui est que ce n'est pas notre majorité qui augmentera les impôts dans notre pays, qui augmentera les taxes dans notre pays. Et je crois que cette ligne-là, elle doit être... Pour ceux qui nous regardent, le kérosène des jets privés est moins taxé que le kérosène des avions commerciaux. Donc il y a un sujet de justice sociale, de rééquilibrage. J'entends, mais je rappelle quand même cette ligne-là, qui est pour moi une ligne fondamentale, et pour nous dans la majorité une ligne fondamentale, parce que je vois des initiatives venant d'autres groupes politiques qui en permanence finalement font quoi? Veulent augmenter les impôts, veulent augmenter systématiquement les taxes. Je ne crois pas que l'écologie passe systématiquement soit par de l'interdiction, soit par de la taxe supplémentaire. Donc sur cet amendement? Sur cet amendement, qu'est-ce qui se passe? On a la nécessité en effet de dire qu'il ne faut pas donner le sentiment de 2 poids, 2 mesures. Il ne faut pas donner le sentiment qu'en fait les efforts ce seraient toujours pour les mêmes, à défaut de ceux qui en fait sont peut-être les plus spectaculaires parfois dans les mesures qu'ils mettent en œuvre. Donc vous espérez qu'il soit adopté cet amendement? Je pense que cet amendement sera adopté, je pense qu'on aura un débat sur le sujet, mais je ne pense pas qu'il faille que le symbole, si vous voulez, emporte tout. C'est pas cet amendement... Le symbole, c'est important en politique, c'est pas vous qu'on va expliquer. Mais vous savez bien quand même que ça n'est pas, et d'ailleurs ça n'est pas ce que dit mon collègue, qui est président d'ailleurs de la Commission du développement durable, on sait bien que c'est pas ce sujet-là qui emporte toute la question. Mais vous voyez quand même l'ironie. Vous dites, écologique. J'espère que cet amendement sera adopté. Il y a quelques semaines, quand Clément Beaune parlait de la nécessité de réguler les jets, à ce moment-là, Christophe Béchu, son ministre de tutelle, disait « Oui, mais attention à l'écologie du buzz, les jets privés, c'est pas le sujet. » Vous n'aurez pas échappé que c'est pas l'amendement qui a été déposé et que c'est pas la proposition qui a été faite par la majorité. Un rééquilibrage par la taxation, Clément Beaune. Mais c'est pas l'amendement là qui a été proposé et qui sera encore une fois débattu. Ce que je crois, c'est réaffirmer notre ligne. Pas d'impôts, pas de taxes supplémentaires, notamment qui devraient peser sur nos entreprises et qui devraient peser sur les Français. Et au contraire, nous, on continue à les baisser. On baisse notamment les impôts des entreprises. Pas les jets privés. Mais je sais bien. C'est pour ça. C'était la question de Benjamin, en fait. Oui, mais je crois que c'est important aussi en politique de rappeler des éléments qui sont des éléments de cohérence, qui sont des éléments de stabilité, qui font qu'à un moment, les Français ont confiance ou n'ont pas confiance. Avançons, s'il vous plaît, si vous changez la ligne en permanence, je crains qu'à un moment, les Français n'aient plus confiance. Éric Arella, le patron de la police judiciaire de Marseille, a été renvoyé. Il lui est notamment reproché d'avoir soutenu ces hommes qui avaient manifesté contre la réforme de la police judiciaire qui est en cours lors de la venue du patron de la police nationale à Marseille. Ma question est simple. On n'a pas le droit de manifester son mécontentement quand on est policier. C'est absolument pas ce qui est dit.
il faut partir de ce que dit au départ cette réforme qui va commencer à être débattue seulement au Sénat, puis qui sera débattue à l'Assemblée nationale. C'est une réforme qui est demandée d'abord par la Direction générale de la police nationale depuis des années. Une réforme qui avait même été anticipée, une époque où je n'étais pas tout à fait aux responsabilités, par Pierre Jox. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui date. Et une réforme qui dit quoi? Absolument pas l'idée de dénaturer les fonctions de la police judiciaire. Au contraire. C'est pourtant la crainte de la PJ, c'est pourtant la crainte des magistrats. Il faut entendre, encore une fois, les craintes qui s'expriment, mais il faut aussi rappeler la réalité de ce que dit aujourd'hui ce qui est un projet de loi. Et le projet de loi dit quoi? En aucun cas qu'on affaiblirait les moyens, mais qu'on a aujourd'hui dans chacun de nos départements plusieurs chefs de la police. Parfois jusqu'à 5 personnes qui sont responsables pour l'organisation de la police au sein de chacun des départements. Dans les départements où c'est testé, il y en a 5 en France. Oui. Par exemple, les officiers de police judiciaire qui sont en gros l'élite des enquêteurs en France, ils se retrouvent à faire du maintien de l'ordre, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un taux d'élucidation qui augmente ou qui baisse? Parce que c'est ça le véritable sujet qu'on doit se poser. C'est l'efficacité des processus qu'on a mis en place, l'efficacité de l'organisation administrative qu'on a mise en place. Alors Berger, est-ce que virer le patron de la PJ marseillaise et de la PJ du Sud est à même d'apaiser et de créer les conditions d'un dialogue apaisé entre Gérald Darmanin, le ministère de l'Intérieur, et les officiers de la police judiciaire qui sont opposés à cette réforme? Est-ce que Gérald Darmanin n'a pas eu la main un peu lourde? Déjà, la décision, elle a été prise par la Direction générale de la police nationale. Et c'est cette décision qui a été respectée et mise en œuvre. Point. Est-ce que c'est pas l'étincelle qui va compromettre la réforme qui suscitait déjà une vague de protestation, comme l'a dit Jean-Baptiste, dans les rangs policiers, mais aussi du côté de la justice? Est-ce que ça, c'est pas finalement je crois que l'action qui est menée par Gérald Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur depuis qu'il a été reconduit démontre en tout point son attachement au travail de nos policiers et de nos gendarmes et le soutien qu'il leur a à chaque fois apporté, y compris quand parfois certains, notamment hommes ou femmes politiques, voulaient les entacher par rapport à la mission réelle qui est la leur et la manière avec laquelle ils exercent leur métier. Donc, en aucun cas, ce ministre de l'Intérieur, ce gouvernement ou cette majorité n'ira affaiblir les moyens de la police. C'est le contraire qu'on fait depuis 5 ans et qu'on continue à faire, budget après budget, loi après loi. Notre question, par contre, qui est posée, c'est vis-à-vis de l'efficacité de ce qu'on met en place. Et aujourd'hui, on a la nécessité d'avoir une efficacité renforcée, notamment au sein de chacun de nos départements. Aurore Berger, vous parlez du gouvernement de la majorité présidentielle. Alexis Kohler, il est secrétaire général de l'Élysée, il est mis en examen, maintenu dans ses fonctions et soutenu publiquement par le président de la République. Est-ce que c'est normal? Moi, sur ce sujet, je vais répondre comme je réponds sur chaque sujet sur lequel je suis interrogée quand une enquête est en cours et une information judiciaire est en cours. C'est que je suis députée et qu'en tant que députée, je n'ai évidemment aucun commentaire à faire et je ne peux faire aucun commentaire. Vous savez très bien ce dont on parle, là, Aurore Berger. On parle de la valeur de la parole des politiques, des engagements qui sont pris, des déclarations qui sont faites par Emmanuel Macron lui-même en tant que candidat, qui jure devant les Français que jamais ce type de situation ne va se produire. Et alors qu'il est président de la République, ça se produit et il n'agit pas comme il l'a promis. Mais comment devrait-il agir? C'est-à-dire qu'à partir du moment où une information personne ne lui a judiciaire, demandé de s'engager comme il l'avait fait. À partir du moment où une information judiciaire est ouverte, cela voudrait dire qu'il y aurait une présomption de culpabilité et plus une présomption d'innocence qui pèserait sur celles et ceux qui potentiellement sont mis en cause. C'est ça qu'il faudrait qu'on dise. Moi, je ne crois pas. Non mais Robert, ça veut dire qu'il y a une règle qui a été édictée de la façon la plus claire qui soit en 2017 par le Macron candidat, consistant à dire un ministre mis en examen doit partir. Et on a un président de la République qui réaffirme son soutien le plus absolu à un ministre de la Justice garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, alors même qu'il est mis en examen. Vous voyez bien que son secrétaire général. Et son secrétaire général, absolument. Vous voyez bien que les Français peuvent se dire, mais au fond, c'est 2 poids 2 mesures. Il y a ce qui est dit pendant une campagne électorale et ce qui n'est pas appliqué quand on est au pouvoir. Il y a aussi, encore une fois, la réalité des faits, c'est-à-dire une présomption d'innocence qui devrait normalement bénéficier. Mais la présomption d'innocence, elle valait aussi en 2017 quand il a dicté cette règle, ou quand il disait qu'il allait continuer à l'appliquer. Encore une fois, moi je persiste à penser que ça n'est pas sain dans une démocratie, dans un état de droit, de considérer que la seule mise en examen vaut culpabilité. Dans d'autres cas, dans d'autres affaires que nous avons malheureusement à connaître, notamment à l'Assemblée nationale avec certains parlementaires, et notamment un en particulier, vous voyez bien à quel point on ne peut pas en permanence considérer qu'accusation vaudrait culpabilité. On va y revenir, pardonnez-moi, mais ça n'est pas sain et Madame Berger, ça n'est pas comme cela qu'on doit pouvoir exister dans un état de droit. Il y a une différence fondamentale, excusez-moi, c'est très important pour nos téléspectateurs, Je Madame Berger. ne m'exprimerai jamais Il y a une différence sur les fondamentale. instructions parce que ça n'est pas mon rôle en tant que parlementaire. Il y a une différence fondamentale entre l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen. La mise en examen, elle intervient lorsqu'il y a, et c'est la définition, des indices graves et concordants. Donc elle intervient à terme de l'information judiciaire. Ne dit pas, et heureusement, que vous êtes coupable. Non. Ou alors ça veut dire que
Encore une fois, l'instruction ne servirait à rien. Très bien, donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron a eu tort en 2017 de se prononcer comme ça. Ça veut dire qu'encore une fois, on a des cas qui sont spécifiques, on a des choix aussi individuels qui peuvent être réalisés de la part ici de parlementaires, ici de membres de gouvernement. Donc il n'y a que des cas spécifiques, il n'y a pas de règle. Mais je suis désolée, il y a donc pas... la règle a changé. Soit on nous dit... On peut le dire, non, mais, soyez plus au moins, soyez soit transparents. Soit on nous dit, il faut changer. La règle a changé, maintenant c'est au cas par cas. Est-ce que c'est ça la doctrine? La question, enfin, cette doctrine a été mise en place il y a des années par d'autres gouvernements et d'autres majorités. Réaffirmée par le candidat Macron en 2017. Moi, je considère que cette doctrine, elle est dangereuse dans un état de droit et dans une démocratie. Parce qu'elle a poussé... Elle n'était pas dangereuse en 2017, elle l'est aujourd'hui. J'ai le droit de donner mon avis personnel. Elle a poussé des hommes et des femmes à démissionner. Pourquoi on les a fait démissionner en vérité? Parce qu'on considère que la pression qui était mise sur eux, notamment la pression médiatique qui existait ou la pression des oppositions, ne leur permettait plus d'exercer leurs fonctions librement comme ils devraient pouvoir l'exercer. Je ne crois pas qu'Éric Dupond-Moretti soit entravé dans la fonction qui est la sienne et dans la nécessité que nous avons de continuer à réformer la justice et d'en augmenter les moyens, et c'est ce que nous faisons. Éric Dupond-Moretti, il est confronté à un cas justement très spécifique, puisque dans quelques mois, il va être amené à nommer le successeur de François Molins, procureur général près de la Cour de cassation. Or, c'est justement lui qui est chargé de porter l'accusation contre lui. Est-ce qu'il peut finalement nommer son accusateur? Est-ce que c'est pas gênant cette situation? C'est la raison pour laquelle, vous le savez, la Première ministre l'a réaffirmé, c'est elle directement qui du coup est en charge de ces sujets-là. Vous le savez, dans ces cas-là, il y a des règles qui s'appellent des règles de déport et que c'est pas le ministre qui aura cette responsabilité. Elle l'a réaffirmé devant notre Assemblée encore cette semaine. Nous revenons dans un instant. Suite de BFM Politique, Aurore Berger est notre invité sur BFM TV ce dimanche. À tout moment, le temps peut être compté, le monde peut s'arrêter. Maladies infectieuses, Covid-19, cancer, Alzheimer, Parkinson. Vous pouvez faire avancer la recherche. Soutenez les chercheurs de l'Institut Pasteur pour remettre nos vies en mouvement. Ensemble, défendons la recherche. Pour avancer encore et toujours, les chercheurs ont besoin de nous. Il est urgent de tous nous mobiliser pour les aider à poursuivre leur combat pour notre santé. Pour vaincre les maladies, combattre les virus, lutter contre les épidémies, pour le progrès et pour l'avenir de tous. Ensemble, défendons la recherche. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. On s'en prend une? Non, c'est bon. Je vais vous prendre un paquet de chewing-gum. Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers. Oui, elles sont électriques. Mais ce n'est pas tout. Quand elles se rechargent, vous vous ressourcez. Vivez de nouvelles émotions au rythme de la ville. Avec leur design fascinant, elles subliment vos horizons. Elles sont innovantes, électriques et tellement plus encore. Livrer à toute vitesse les baskets de Sonia. Être près de Manon, même si elle a décidé de vivre loin de tout. Dire oui aux pré étudiants de Léo, Fatou et Alex. Épauler Céline et son associé dans leur conquête de l'Europe. Et laisser respirer le quartier de Karim avec nos véhicules électriques. Être proche de 67 millions de personnes, c'est une prouesse que nous sommes 250 000 à réaliser partout. La proximité, c'est un métier. Les réseaux Alliance Automotive Group, acteur majeur de la réparation automobile, c'est plus de 2500 garages et carrosseries en France. Nos adhérents impriment plus de 25 millions de devis et factures par an. Face à la hausse des prix de l'impression, nous avons recherché un partenaire qui permettrait d'offrir qualité et belles économies. Nous avons choisi France Tonnerre et nous avons divisé du jour au lendemain notre budget cartouche d'encre et tonnerre par 2. Réseau de franchise ou grand compte, contactez-vous aussi France Tonnerre sur francetonnerre-partenaire.fr. Si vous n'êtes pas du genre à filer des coups de main,
Faire de la place aux autres, c'est vraiment pas votre truc. Que leur confort vous apporte peu. Et qu'aider les autres n'est pas dans vos habitudes. Soyons honnêtes, cette voiture n'est vraiment pas faite pour vous. Nouveau Citroën C5 Aircross hybride rechargeable est à partir de 449 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Portes ouvertes du 14 au 17 octobre. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui connais bien les entreprises, je préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est 93% de clients satisfaits de leur conseiller pro. Entre professionnels, on se comprend. Je préfère la MAF. Vivez la liberté augmentée avec la nouvelle BMW iX1 100% électrique. Faites-vous livrer la Ligue 1 Uber Eats avec Prime Video. Au moins 8 matchs chaque week-end de la saison à ne pas manquer. Et en ce moment, l'offre saison est à seulement 69 € au lieu de 99 € en exclusivité sur Prime Video. Numéro 1 des ventes électriques en France. Nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique à découvrir pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 octobre. Une grenouille. Un fait divers. Un chat vert. Un roseau vert. Mais je suis sur portrait craché. Il ne suffit pas d'imiter pour ressembler. Chez CTLM, nous vous accompagnons pendant toute la durée de votre prêt. Selon vos besoins, vous pouvez augmenter ou diminuer vos mensualités jusqu'à 30%. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur CTLM.fr. CTLM, plus responsable ensemble. L'allure. Souvent, ça ne tient à rien. Mais ça fait toute la différence. C'est savoir prendre le temps, même quand on est en retard. Avec de l'allure, un simple créneau devient une arrivée remarquée. Et s'être fait attendre est très vite oublié. Peugeot 3008, avoir de l'allure, ça fait toute la différence. Mais papa, c'est pas compliqué. Tous les emballages vont dans le bac de tri. Ici, tout le monde s'accorde à dire que tous les papiers, tous les emballages vont dans le bac de tri. Comme tous les papiers, les emballages vont dans le bac de tri. Mais puisque je vous dis que tous les emballages vont dans le bac de tri. Moi je te le dis, tous les emballages vont dans le bac de tri. Ah ben voilà, il suffisait de le dire. Trier, c'est donner de l'avance au recyclage. Pour déjà près de 2 Français sur 3, tous les emballages vont dans les bacs de tri. Avoir de l'allure, ça fait toute la différence. Et profitez d'offres exceptionnelles aussi. À l'occasion du Mondial de l'Auto, découvrez les conditions salon sur toute la gamme Peugeot. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. La suite de BFM Politique avec Aurore Berger qui est notre invitée ce midi. Madame Berger, je vous montre 3 photos, elles vont apparaître derrière moi. Vous allez en choisir 2 sur les 3. Derrière chacune d'entre elles se cache une question. Je vous montre le visage de Chanty Decorte, Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale et un site internet de gauche ou de droite. Alors, l'image de Sandrine Rousseau, je pense savoir ce à quoi ça fait référence, parce que c'était lors d'une question que j'ai posée au gouvernement. Faites votre choix, je vous en prie. Et puis, du coup, la jeune femme de gauche. Chanty Decorte, en fait, cette jeune femme de 23 ans, en bonne santé physique, a été euthanasiée. Elle a choisi de mourir parce qu'elle souffrait trop psychologiquement suite aux attentats de Bruxelles, dont elle avait été une des victimes. Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi sur l'euthanasie en France ? C'est un débat qu'on va ouvrir. C'est un débat sur lequel, un peu, moi, comme on a vu le débat sur la question de la bioéthique, je pense qu'il faut assumer d'entrer, en tout cas en tant que député, sans savoir forcément dès le départ quelle est la réponse qu'on y apportera. Parce que déjà c'est un débat qui est vertigineux. À partir du moment où on prendra une décision, on sait très bien qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Si vous ouvrez ce droit, vous ne pourrez pas 2 ans, 5 ans, 10 ans après, à mon avis, revenir en arrière sur le nouveau droit que vous aurez accordé. Et ça suppose énormément de
je pense, de temps et de conscience sur ce qu'on va faire. Encore une fois, parce que vous voyez bien là les questions qui peuvent être posées. Qui y aurait accès? Dans quel cadre? Qui déciderait? À partir de quel âge? Est-ce que ce sont sur des maladies chroniques, des maladies qui sont incurables? Est-ce que c'est une souffrance psychologique extrêmement importante? Toutes ces décisions-là, à un moment, c'est le législateur qui va devoir voter. Quel est votre point de vue, madame? Eh bien justement, moi j'assume de vous dire qu'aujourd'hui, avant que le débat ait été engagé, je ne sais pas ce que je voterai. Je sais que je voterai. Je sais qu'en mon âme et conscience, à un moment, je voterai. Mais je pense qu'il faut assumer énormément d'humilité et de recul sur ce genre de questions. Et j'envie beaucoup ceux qui ont déjà une pensée tout à fait arrêtée sur le sujet. Mais je pense qu'à partir du moment où vous ouvrez ce débat, plus vous l'ouvrez, et plus en vérité vous avez de nouvelles questions qui apparaissent et de nécessité justement à légiférer avec énormément de prudence et encore une fois d'humilité. Il nous reste 2 photos, un choix à faire, Sandrine Rousseau ou le site de gauche ou de droite? Alors, c'est pas pour Sandrine Rousseau que je vais choisir cette photo, mais parce que je sais que c'est en réponse à la question que j'avais posée sur la question des violences faites aux femmes. Vous choisissez la photo de Sandrine Rousseau? Oui, ça. Alors, je pose ma question. Est-ce qu'elle est l'incarnation du féminisme en politique? Je pense que non, de manière très claire. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si le féminisme doit s'exprimer de cette manière-là, c'est-à-dire une manière qui en vient à considérer que le féminisme se fait forcément à l'encontre des droits fondamentaux, du respect des droits de la défense, par exemple, y compris à l'égard de ceux qui sont dans son propre parti politique. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont se détourner du féminisme. Le féminisme, c'est la question de la protection des droits des femmes, c'est la question de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. C'est un chemin qui est extrêmement long, qui est périlleux. On voit bien aussi d'ailleurs progressivement, malheureusement, à quel point, y compris des grandes démocraties, reviennent sur des droits qu'on pensait acquis. Je pense évidemment à la question de l'IVG aux États-Unis. Je crois qu'encore une fois, ça n'est pas dans cette posture-là qu'on fait avancer, qu'on fait respecter les droits des femmes. C'est pour ça que vous avez fait cette intervention remarquée cette semaine à l'Assemblée nationale, qui a provoqué beaucoup de remous, qui a provoqué l'indignation de la NUPES, des applaudissements de votre camp. Je crois que ça a surtout provoqué un assentiment assez généralisé. Vous avez fait allusion en creux au cas Quatennens, pour le dire. Oui, je l'assume, parce qu'on vit depuis plusieurs semaines un fait quand même assez invraisemblable de la vie politique. C'est-à-dire un parlementaire qui a reconnu des faits qui sont constitutifs de violences conjugales, mais parce qu'il appartient à ce parti politique, eh bien, il n'arrive pas à s'en défaire. Et on en vient à avoir des propos assez invraisemblables à son égard. On en vient à avoir un ancien candidat à l'élection présidentielle qui a recueilli sur son nom des millions de votes, dire qu'il lui renouvelle son affection. Donc oui, moi, je n'ai pas d'affection pour un homme qui frappe sa femme. Et je crois que ça devrait être une règle assez absolue qu'on pourrait partager. Côté France Insoumise, ils vous ont répondu, Aurore Bergé n'a pas beaucoup de mémoire, parce que quand il s'agissait de lever l'immunité parlementaire de Benoît Simian, qui était un député de La République En Marche dans la précédente législature, accusé de harcèlement à l'égard de sa femme, elle ne disait rien. Sur Damien Abad, qui continue à siéger au sein du groupe Renaissance, est-ce qu'au fond, il n'y a pas une forme de 2 poids 2 mesures entre ce que vous voyez chez vos concurrents, adversaires politiques, et la situation dans votre propre camp? Justement non, parce que moi, j'ai jamais changé de discours en fonction des hommes qui pouvaient être mis en cause, qu'ils soient membres de mon parti politique ou qu'ils ne le soient pas. Et je pense que c'est ça l'écueil. Sur les 2 cas précis là que j'ai cités, Benoît Simian, Damien Abad. Sur les 2 cas précis, moi, j'ai malheureusement pas été en charge de pouvoir voter ou non la levée de l'immunité. Pour moi, la ligne, elle est très claire. L'immunité parlementaire ne doit servir qu'à protéger ce qui se passe dans l'enceinte de l'hémicycle. Un homme ou une femme politique, quel que soit le sujet dont il est accusé, oui, ça aurait dû être fait. Oui, j'aurais voté la levée de l'immunité. Clémentine Autain, qui elle siégeait au bureau de l'Assemblée nationale, n'a pas voté pour la levée de l'immunité. Il faudrait aussi qu'elle ait de la mémoire plutôt que de donner les leçons aujourd'hui. Donc pour des choses clairement, ça vous dérange que Damien Abad continue de siéger à l'Assemblée nationale? Et après, ce que je dis sur ces sujets, que ce soit pour le cas de M. Coquerel, que ce soit pour Damien Abad, que ce soit quel que soit encore une fois l'homme qui est mis en cause, ou la femme peut-être d'ailleurs demain, c'est qu'encore une fois, à partir du moment où une information judiciaire est ouverte, ça n'est pas à moi, femme politique et parlementaire, de prononcer une peine. Je ne suis pas je n'ai pas cette responsabilité-là et je ne peux pas l'avoir. Qu'est-ce qui se passerait demain? C'est-à-dire, vous et moi, on est saisis demain d'une victime présumée qui vient vous voir et qui vous dit voilà les faits que j'ai peut-être subis. Et vous faites quoi? Vous auditionnez l'auteur présumé, vous auditionnez la victime présumée et sur le seul fait des déclarations, vous dites qui est la victime et qui est le coupable. Mais pardon, ça n'est pas tenable dans une démocratie. C'est problématique parce que Adrien Quatennens, certes, il a reconnu des faits, mais il n'a pas été ni jugé ni condamné. Oui, mais il a reconnu des faits. Il a reconnu des faits qui sont, encore une fois, constitutifs de ce qu'on appelle des violences conjugales. Et depuis qu'il les a reconnus... Pour vous, en gros, l'aveu, c'est la limite. Depuis qu'il les a reconnus, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'avoir eu justement une clarification sur ces sujets-là, on a en permanence des hommes et des femmes politiques qui cherchent à excuser. Qui nous parlent d'un divorce qui serait difficile, comme si toutes celles et ceux qui traversent un divorce difficile devaient en arriver à frapper leur femme. Enfin, c'est quand même assez invraisemblable. Est-ce que là-dessus, on peut quand même avoir un discours qui soit
cohérent dans la vie politique Après, moi, tous les gens de la française France sur ces Insoumise que j'ai sujets-là. interrogés ont condamné fermement les violences. Alors pourquoi ils l'ont pas exclu? Pourquoi ils l'ont pas exclu de leur groupe politique ou de leur parti politique? Ils ont condamné les violences. Pourquoi ils continuent à soutenir Jean-Luc Mélenchon et ses appels à une marche, notamment en octobre prochain, alors qu'il a renouvelé son affection, je cite les propres mots de Jean-Luc Mélenchon, de la même à façon, l'égard de Madame celui Berger, qui devait être l'héritier de son Benjamin, parti c'est que politique. la France Insoumise, par exemple, il vous cite aussi le cas de Gérald Darmanin, Gérald Darmanin, qui a reconnu avoir des relations sexuelles avec une femme qui, elle, dit que c'est contre des faveurs. Enfin, il vous cite le cas de Damien Abad. Quel est le cas de Gérald Darmanin, à part une succession de non-lieux judiciaires? Jean-Luc Mélenchon, à l'instant, considère qu'Adrien Quatennens fait l'objet d'une forme de lynchage. Ce n'est pas un violent parce qu'il a été violent une fois. Évidemment, il peut revenir et s'exprimer à l'Assemblée nationale. Arrêtez de lyncher Quatennens, arrêtez d'en parler. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous vous rendez compte du caractère invraisemblable de cette nouvelle déclaration? C'est-à-dire qu'à un moment, quand est-ce qu'il parle de la victime? À quel moment parle-t-il de la victime? Il renouvelle aussi son affection à l'égard de l'épouse. C'est très aimable qu'il lui renouvelle son affection, mais enfin, le réflexe immédiat, quand vous avez un homme, encore une fois, qui reconnaît des faits de violence conjugale, n'est pas de soutenir celui qui est l'auteur des violences conjugales, n'est pas de dire qu'il est victime, lui, d'un lynchage. Parce qu'à nouveau, le terme de victime, il est accolé à qui dans le message que vous venez de lire? À Adrien Quatennens, et non pas à celle qui a été violentée et qui a été frappée. Ce que je dis, c'est que ça fait des dizaines d'années qu'on a des associations qui se battent, des magistrats qui se battent, qu'on a encore eu, y compris ce week-end, des forces de l'ordre qui sont allées s'interposer dans des faits de violence intrafamiliale qui sont les faits les plus dangereux potentiellement pour nos forces de l'ordre, parce que c'est souvent là où ils risquent leur vie. L'opposition, il vous demande 1 milliard d'euros pour ces causes-là. Mais on a mis bien plus d'argent sur la table quand on a renforcé les moyens des magistrats, quand on a renforcé les moyens de la police, quand on fait de la prévention à l'école. Mais il y a toujours besoin de plus, et vous savez quoi? C'est ce qu'on va continuer à faire. Et on va continuer à augmenter aussi les moyens du 3919 pour que les femmes potentielles victimes puissent évidemment appeler le numéro d'urgence. Comme ça permet de le reciter ce matin. Mais encore une fois, je trouve invraisemblable, parce que c'était son héritier politique, parce que c'est celui qui l'avait choisi, parce que c'est celui qui l'avait désigné, qu'il ne soit pas capable de dire qu'un homme qui frappe sa femme, la question c'est pas qu'il l'ait fait une fois ou 10 fois. Une fois, c'est toujours une fois de trop, et c'est une fois qui doit justifier que les femmes se sentent légitimes à partir et se sentent accompagnées. L'Assemblée nationale qui va s'emparer, alors l'année prochaine, désormais on le sait, du sujet des retraites, Pauline. Absolument. Et on connaît maintenant la feuille de route de la concertation lancée par le gouvernement, notamment le dernier volet portera sur l'âge légal. Sauf que, en fait, les positions des uns et des autres dans cette affaire sont déjà connues. Ceux qui étaient partisans d'aller vite disaient même les positions sont figées, c'est pour ça qu'il faut le faire tout de suite. À quoi va servir la concertation lancée cette semaine par le gouvernement? Est-ce que ce n'est pas finalement une concertation de façade? Non, parce qu'on a aujourd'hui des organisations syndicales qui ont tout accepté de venir dans cette concertation, et donc je crois que ça c'est plutôt une bonne chose. Par rapport au premier sujet qu'on évoquait, je trouve que c'est quand même mieux de se dire qu'on a des bases qui peuvent être des bases où on concerte et on dialogue dans le pays. Maintenant leur opposition ferme et formelle à l'allongement ou au report de l'âge légal de départ à la retraite. C'est quoi le... J'ai dit 65 ans, c'est niette. Qu'est-ce que ça peut changer? C'est quoi le point de départ sur le sujet que nous on assume? Le point de départ, c'est la nécessité de la réforme. La nécessité de la réforme. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir continuer à financer notre système. Ceux qui aujourd'hui disent l'inverse mentent aux Français. Ou alors, ils ne disent pas quel est leur projet véritable, qui passerait nécessairement soit par baisser les pensions de retraite de ceux qui sont aujourd'hui en retraite, soit par une augmentation des impôts. Si on veut ni augmentation d'impôts, ni baisse des retraites, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que de s'engager sur une réforme. Par contre, on a des sujets sur lesquels on peut discuter. Moi, j'ai vu Laurent Berger cette semaine. Les sujets sur lesquels on peut discuter, c'est quoi? La question de l'emploi des seniors. Comment on fait, si on reporte l'âge légal, pour favoriser l'emploi des seniors sur un plus long terme? Comment on fait aussi pour agir sur la question de la pénibilité, sur la question des carrières longues? Comment on fait pour lever des freins aussi? Sur ce sujet-là, il y a du grain à moudre. Vous pourriez donner des points à Laurent Berger, à la CFDT? C'est à ça que sert une concertation. La concertation, ça peut pas être c'est mon projet ou rien. Mais par exemple, allonger la durée de cotisation la nécessité plutôt que de faire maintenir cette réforme. 64 ans en 2027, 65 ans en 2031, dire voilà, on va essayer de trouver peut-être une autre solution, allonger la durée de cotisation. Est-ce que ça, c'est possible, ou est-ce que sur 64-65, c'est pas de discussion possible, c'est le projet et ça ne bougera pas? Mais c'est le projet qu'on a présenté aux Français. Vous vous en souvenez quand même pendant la campagne présidentielle? Vous pourriez bouger dans la discussion. Dans la campagne présidentielle, c'est probablement le sujet qui est le plus ressorti, sur lequel on a été le plus interpellé. On aurait pu dire, écoutez, si ça suscite trop de contestations, vous savez quoi, on retire le projet. Okay. Et on n'assume pas. Et on ne prend pas le risque. Et on l'a assumé le risque. Le président l'a assumé pendant la campagne présidentielle. Nous l'avons assumé pendant nos campagnes législatives. Nous sommes allés devant les Français en leur disant que cette réforme,
on la ferait et qu'on la tiendrait parce qu'elle était nécessaire. Un peu pendant l'entre-deux tours. Donc, pas sur la nécessité de la réforme. On a entendu, non, ce n'est pas l'âge légal à 65 ans, c'est pas un beau thème. Qu'est-ce qu'il peut y avoir des bougées là-dessus? Mais on l'a dit, et Olivier Dussopt l'a rappelé encore ce matin. Ouais. Est-ce que c'est un totem absolu sur 64 ou 65 ans? La question est non. Par contre, la nécessité du report de l'âge légal, la nécessité de prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, d'arriver à un minimum de retraite pour ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie, ça oui, et ça on ne bougera pas, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on a promis aux Français. Justement, Édouard Philippe, ce matin, très bonne interview de notre ami Pauline Thévenoud. Excellent. Lui, 65, 66, 67 ans. 67 ans, Édouard Philippe. Il estime qu'il va falloir reculer le départ de l'âge à la retraite. Parler de 67 ans, c'est pas un peu risqué quand on est un personnage politique aussi important de la majorité et qu'on est, je crois, selon les dernières études, le personnage politique préféré des Français. En tout cas, moi j'ai répondu à vos questions, je crois, de manière claire. Vous m'avez pas parlé de 66 ou de 67 ans, vous m'avez plutôt parlé de 65 Mais là, ou de 64. je vous en parle maintenant. Donc moi, je vous réponds très clairement. Parce que cet homme, il est potentiellement président de la République dans 5 ans. Oui, mais moi, je sais celui qui est président de la République aujourd'hui. Et je pense que les Français, ils sont d'abord attachés à savoir est-ce qu'on va réussir ou non ce qu'on est en train de faire. Ils veulent savoir s'ils pourront faire leur plein demain. Ils ne se demandent pas quelle sera la fin du quinquennat. Ils se demandent quelle est la fin du mois. Est-ce que c'est de la provocation de parler aujourd'hui dans un contexte de tension sociale de possibilité de reporter l'âge légal à 66-67 ans? En tout cas, ce n'est pas le projet qu'on porte. Donc c'est très clair. Ça n'est pas le projet que nous portons. Ça n'est pas le projet que nous mettrons en œuvre dans ce quinquennat. D'ailleurs, assez étonnamment, Benjamin, cette interview, c'est pas franchement celle d'un ancien Premier ministre, hein, non, président en cours. C'est quelqu'un qui fait un certain nombre de critiques sur la question des retraites. Il dit aussi que vous devriez aller plus vite sur la réduction du déficit, que les autres pays européens se donnent l'objectif de repasser sous les 3% en 2025 alors que nous, c'est 2027, que sur la baisse de la dépense publique, il n'y en a pas assez. En fait, il donne l'impression que vous êtes un pouvoir, un exécutif, un gouvernement qui n'est pas assez réformateur, qui ne va pas assez vite. Et sur la question de la dette et du déficit, moi, je n'ai pas de difficulté à en parler. On est aujourd'hui le pays européen qui a le taux d'inflation le plus bas. Pourquoi? Parce que justement, on a assumé une protection très forte des Français. Est-ce qu'il aurait fallu sur les critiques Est-ce qu'il aurait fallu faire différemment par Édouard Philippe? Comment est-ce que vous prenez ces critiques-là alors même que c'est censé être un allié loyal? Je parle du fond. Encore une fois, je parle de ce qui, à mon avis, intéresse les Français. Est-ce que oui ou non, les Français veulent qu'on laisse une inflation galoper, comme c'est le cas dans un certain nombre d'autres pays, comme c'est le cas en Allemagne avec 11% de taux d'inflation, comme c'est le cas aux Pays-Bas avec 17% de taux d'inflation? Ou est-ce qu'ils préfèrent qu'on continue à faire en sorte de limiter au maximum sur leur quotidien l'impact de l'inflation? C'est déjà à 6% et c'est déjà trop important pour beaucoup de nos concitoyens. Donc moi, je pense qu'on doit continuer. Quant à la question de la dette qu'il évoque, il a raison de l'évoquer, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il fallait ramener nos déficits publics en dessous des 3% en 2027. C'est pas lui qui a fait le quoi qu'il en coûte? Mais encore une fois, vous lui poserez vos questions. Moi, je vous réponds sur le projet. Vous êtes un peu gêné là. Non, je suis pas gêné. Si, parce qu'il vous dit des choses pas très sympas sur ce que fait le gouvernement. Vous dites oui, mais il a raison sur le fond. Ce qu'il dit dans cette interview, c'est l'exécutif ne va pas assez vite sur la réduction du déficit. Est-ce qu'il a raison? Mais dans ces cas-là, moi, ce que je dis, c'est que l'ensemble de la majorité présidentielle doit aussi être prête, et nous, on l'est au sein de Renaissance, à voter de la baisse de la dépense publique. Et c'est les propositions qu'on fait. C'est les propositions qu'on va faire sur la question du logement. Mais si, c'est la vraie réponse. La vraie réponse, c'est pas encore une fois telle ou telle interview. C'est pas la projection de telle ou telle personnalité politique pour savoir qui pourrait être candidat dans 4 ans. La question, c'est maintenant. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant sur les retraites? Qu'est-ce qu'on fait maintenant sur l'assurance chômage et sur le travail? Qu'est-ce qu'on fait maintenant sur la dette et le déficit? Sur le budget, justement, est-ce qu'il s'agit de dire les économies, ça attendra? Ce budget-là, c'est pas un budget où il y a des économies. Si. Il y a aussi un certain nombre d'économies qui sont réalisées. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, ce que je vous disais, c'est-à-dire les propositions que nous, on va porter. Mais c'est toujours plus difficile de porter un objectif de baisse de la dépense. LR dit c'est un budget dispendieux, mais c'est les premiers à proposer des hausses de dépenses. Quand est-ce qu'ils ont proposé? Où est leur seule proposition qui nous présente, encore une fois, de la baisse de la dépense publique? Tous les amendements que nous, collègues, ont dû repousser en commission des finances, que nous avons essayé de repousser, parce que parfois vous avez des alliances contre nature qui se forgent, parce que le seul objectif c'est quoi? C'est démontrer qu'on peut faire battre le gouvernement, faire battre la majorité au prix de la cohérence politique. Et résultat, vous avez LFI qui s'associe à LR, qui s'associe au RN. Voilà l'image qui est renvoyée. Tout ça pourquoi à la fin? Pour augmenter toujours plus la dépense publique. Nous, on dit l'inverse. Donc du coup, est-ce que ça va être un débat sans fin, le budget, ou pas, Aurore Berger? Il va débuter demain. Ça va durer combien de temps? Dans tous les cas, vous avez une durée qui est même constitutionnelle sur le débat. Donc de toute façon, non, ça ne peut pas être un débat sans fin. Et à la fin, on doit avoir un budget. Mais vous, et ce budget sera adopté. Vous voulez aller plus vite sur un 49.3? Mais ce n'est pas aller plus vite sur le 49.3. C'est juste assumer qu'à partir du moment où toutes les oppositions, toutes sans exception,
ont dit qu'elles ne voteraient pas le budget. Quoi qu'il y ait dans ce budget, quelles que soient les modifications que le débat parlementaire y apporte, ça veut dire que les oppositions nous disent utiliser le 49.3. C'est ça qu'ils nous disent. Et la question, Aurore Berger, c'est qu'il y a deux équipes au sein de l'exécutif. Il y a ceux qui disent qu'il faut aller vite sur le 49.3, il ne faut pas laisser traîner les débats. Et il y a ceux qui expliquent qu'il faut au contraire laisser le temps pour que les Français voient bien que c'est les oppositions qui sont responsables du blocage. Dans quelle équipe vous vous situez? Est-ce qu'au fond vous dites, sur le 49.3, il faut assumer d'aller assez rapidement pour ne pas que les débats s'enlisent? Moi, je crois au débat parlementaire. Et on en a fait même la démonstration cet été. Tout le monde nous disait cet été, vous n'arriverez pas à faire adopter un seul texte. Ou vous aurez besoin dès cet été du 49.3. C'est pas ce qui s'est produit. Mais parce qu'on avait aussi des oppositions qui, à ce moment-là, avaient accepté le dialogue. Et donc aujourd'hui, inévitable. C'était sur le pouvoir d'achat. Mais c'est ce que je viens de vous répondre. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce sont les oppositions qui nous disent utiliser le 49.3. Donc ça n'ira jamais au terme des 70 jours, en fait. Ça va aller très très vite. Très vite, j'en sais rien. Tout dépend à un moment de la manière avec laquelle... laquelle... dès la semaine prochaine, le 49.3. Tout dépend de la manière avec laquelle les débats vont s'organiser. Moi, je ne crois profondément que oui, le débat doit exister, mais que le débat ne doit pas se faire au prix de la cohérence politique, ne doit pas se faire au prix de taxes supplémentaires, d'impôts supplémentaires, de dettes supplémentaires, et qu'encore une fois, oui, notre responsabilité, ce sera d'assumer d'engager suffisamment tôt le 49.3 si les oppositions bloc, matin, midi et soir le débat. L'opposition appelle à une marche contre la vie chère et pour la transition écologique le 16 octobre. Une partie de l'opposition, je pense à la NUPS. Un appel qui est repris aujourd'hui par une série de personnalités, dont la très récente prix Nobel de littérature, Madame Ernaud. Est-ce que vous craignez cette mobilisation du 16 octobre? Il n'y a pas à craindre une mobilisation. Les Français sont libres de manifester et sont libres de dire aussi quel projet alternatif ils voudraient voir être mis en place dans le pays. C'est leur liberté fondamentale, donc moi je ne le crains pas. Ce que je crains potentiellement, c'est les risques de dérive de ce type de mobilisation, c'est les risques de violence qui peuvent malheureusement émailler un certain nombre de ces mobilisations. Et malheureusement, quand c'est une mobilisation qui est lancée par Jean-Luc Mélenchon, il y a régulièrement des appels à l'insurrection, des appels à la violence. Et ça, je ne crois pas que ce soit constitutif de la liberté de la manifestation. Vous trouvez qu'il appelle à la violence? Je crois que très régulièrement, dans les termes qui sont les siens, dans la méthode qu'il emploie, dans les comportements de ses propres parlementaires à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas des comportements qui sont des comportements respectueux de notre Assemblée et donc qui sont respectueux des Français. Moi, je pense qu'au contraire, on a déjà une société qui est suffisamment violente, que les Français profondément le regrettent et qu'on a plutôt intérêt à ramener de la mesure dans le débat public. Vendredi matin, vous disiez, Jean-Luc Mélenchon, je cite, n'est pas crédible pour continuer à être un homme politique. Est-ce que là, vous n'êtes pas dans une forme de surenchère? Jean-Luc Mélenchon, il est à la place qui est la sienne, il a réuni près de 22% des suffrages à l'élection présidentielle. En quoi ne serait-il plus crédible pour être un homme politique? Moi, on m'interrogeait à la fois sur l'affaire qu'on a évoquée d'Adrien Quatennens. Moi, je persiste à penser que ce qu'il a dit et ce qu'il vient de réitérer aujourd'hui le discrédite et que ça devrait, pour les Français, le discréditer de manière définitive et qu'en plus, on a dans la formulation qui sont les siennes, dans les comportements qui sont les siens, notamment sur cet appel à mobilisation, encore une fois, pas juste un appel à manifestation, ça c'est une liberté absolue des Français, mais un appel qui est lui beaucoup plus violent et je ne crois pas que ce soit les responsables politiques qui devraient avoir ce genre de comportement. Un mot s'il vous plaît, projet de loi qui arrive le 24 novembre à l'Assemblée. Absolument, une proposition de loi du député La France Insoumise, Aymeric Caron, qui sera discutée dans l'hémicycle à l'occasion de la niche parlementaire de La France Insoumise sur l'interdiction de la corrida. En 2021, Aurore Berger, vous aviez signé une pétition pour l'interdiction de la corrida. Question simple, est-ce que vous voterez cette proposition de loi du député de La France Insoumise, Aymeric Caron? Moi, sur ce sujet-là, j'ai dit que, évidemment, mon groupe parlementaire, parce que c'est un sujet éthique, est évidemment totalement libre de son vote et de son choix. Je ne tords pas le bras des députés de mon groupe pour qu'ils décident sur ce type de questions. Donc, ce sera une liberté. Moi, je ne sais pas si je serai dans l'hémicycle à cette date-là. Alors, si vous y êtes, donner une délégation, je ne peux pas répondre. Si vous y êtes. Donc je ne peux pas répondre. Si j'y suis, je ferai mon choix à ce moment-là. Mais pourquoi c'est compliqué de le dire alors que vous avez signé une tribune expliquant que vous vouliez son interdiction et parce que c'est un projet de loi de l'opposition, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui le voter? C'est pas un sujet. D'ailleurs, je l'ai dit par exemple sur la question de l'IVG quand j'ai été interrogée, que si la France Insoumise décidait que ce soit l'un des premiers textes qui soit examiné, évidemment, je le voterais puisqu'ils disent la même chose que ce que nous avons porté. Donc moi, le sujet. Parce que la question, c'est quel est le projet politique est derrière et comment il le défend. Moi, comment défendre l'interdiction de la corrida, soit c'est interdit, soit c'est autorisé. C'est pas ce que je dis. Sur la question de la corrida, j'assume les positions qui ont toujours été les miennes. En faveur de l'interdiction. En faveur de l'interdiction. J'ai signé des pétitions, c'est public, j'aurais pu ne jamais le faire. Moi, j'assume complètement cette position qui est personnelle. Et encore une fois, je ne demande pas aux députés de mon groupe de suivre telle ou telle position, mais d'être libre.
Ce que je ne veux pas, c'est qu'on ait demain un projet de société qui soit en permanence des projets d'interdiction, notamment sur des enjeux qui sont essentiels. Je pense à la question de la chasse, par exemple, qui sont très identitaires dans notre pays et qui réunissent des millions de Français qui sont attachés à ce patrimoine. Et c'est juste ça la limite que je vois, notamment dans le projet qui est celui de M. Caron. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir accepté notre invitation ce midi. Merci beaucoup, Pauline, Benjamin. Voici l'affaire suivante. Philippe Gaudin et Dominique Rizet. Je vous retrouve, moi, à 18h pour BFM TVSD. Tout à l'heure.